J'ai appris aujourd'hui que parfois, le passé ne se laisse jamais enterrer. Il retient simplement son souffle dans l'obscurité. Et un jour, au moment où vous vous y attendez le moins, il vous souffle au visage. Je m'appelle Madeleine Beaumont. Ce vendredi 22 mars 2024, assise dans mon appartement de Lyon, je regarde la Rhône couler. Ce qui traverse mon esprit n'est ni facile ni paisible. La mort de mon mari il y a 3 jours, cette femme qui a essayé de séduire mon fils, qui s'est immiscée entre nous. Parce qu'après 30 ans, le passé est revenu. Et cette fois, il a apporté des questions. Je dois commencer par le début, car tout se cache dans les commencements. Octobre 1985. Quand j'ai rencontré Luc Beaumont, j'avais 28 ans. Je travaillais à l'Hôtel-Dieu, infirmière aux urgences. Les gardes de nuit, le sang, les cris, la mort. Mes journées se passaient dans les pires moments des autres. Luc était là aussi, médecin urgentiste. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas eu le coup de foudre. Il était grand mais ordinaire, cheveux noirs, yeux sombres, des taches de café sur sa blouse blanche et parfois des traces de sang séché. Quand il parlait trop vite, les mots s'en mêlaient, comme si son cerveau dépassait sa bouche. Mais avec les patients, mon Dieu, avec les patients, il était complètement différent. Une nuit, je me souviens, c'était en novembre, il faisait froid, la pluie brunait, une vieille dame est arrivée. Madame Petit, 74 ans, infarctus. Elle devait être opérée. Elle avait peur, elle pleurait. Luc s'est assis à côté d'elle. Il a pris ses mains, les deux, fermement. Madame Petit, dit-il doucement, je sais que l'opération fait peur. Moi aussi j'ai eu peur à ma première opération. J'avais 9 ans, appendicite. Quand ils ont mis le masque d'anesthésie sur mon visage, j'ai crié. La dame s'est arrêtée de pleurer. Elle a écouté. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand je me suis réveillée, ma mère était là. Elle tenait ma main, exactement comme je tiens la vôtre maintenant. Et il n'y avait pas de douleur, juste du soulagement. J'ai pensé, c'est fini. La partie effrayante est finie. La dame a souri, légèrement. Et moi aussi, demain, après l'opération, je serai là. Et je vous dirai, vous voyez, Madame Petit, c'est fini. La partie effrayante est finie. D'accord? D'accord, docteur, dit la dame. D'accord. À ce moment, j'ai regardé Luc, vraiment regardé. Et j'ai vu. Cet homme ne guérissait pas seulement les corps, il guérissait les âmes. Nous avons travaillé ensemble pendant 6 mois. Nous prenions un café à la cafétéria de l'hôpital. La première fois que Luc m'a offert un café, il a mis du sel au lieu du sucre dans la tasse, par distraction. Je l'ai bu. Je n'ai pas grimacé, par politesse. Ce n'est pas dégoûtant, demanda-t-il. Non, dis-je, c'est intéressant, un nouveau goût. Il a ri. Ce jour-là, nous le savions tous les deux, il allait se passer quelque chose. Puis vinrent les dîners, les cinémas, les promenades le long du Rhône. Un soir, avril 1986, printemps, temps doux, Luc s'est arrêté, sur le pont de la rivière. « Madeleine, dit-il, ses mains tremblaient. Je ne sais pas faire de discours romantiques, je ne suis pas comme dans les films, je ne peux pas réciter de poésie. Mais chaque garde avec toi est spéciale, chaque opération plus facile, chaque patient plus plein d'espoir, parce que tu es là. Et je pense, si tu n'étais pas là, comment serait ma vie? Et la réponse est effrayante. Quelle réponse? Demandai-je. Vide, ma vie serait vide. Il prit ma main. Veux-tu m'épouser? J'ai pleuré, les larmes ont coulé. Oui, oui, Luc, je veux t'épouser. 12 juin 1986. Nous nous sommes mariés, à la cathédrale Saint-Jean. Petite cérémonie, 50 personnes, simple mais sincère. Le mariage était beau, les premières années, vraiment, profondément, indéniablement remplies de beauté. Nous nous levions à 6 heures du matin. Nous allions ensemble à l'hôpital. Métro, 20 minutes, Luc lisait toujours un livre. Des revues médicales, des recherches. Si tu arrêtes d'apprendre, tu meurs, disait-il. Quand nous nous croisions dans les couloirs, nos regards se rencontraient. Nous n'avions pas besoin de mots, juste un regard. Je t'aime. À ce soir. Le soir, nous rentrions fatigués. Luc cuisinait. Mal. Il faisait trop cuire les pâtes, brûlait la viande. Mais il faisait des efforts. Délicieux, disais-je. Tu mens, disait-il en riant. Oui, mais avec amour. Après le dîner, nous nous asseyions sur le balcon. Nous buvions du vin, nous parlions de notre journée.
Comment était ta journée demandait-il. Il était vraiment curieux. Il écoutait en me regardant dans les yeux. Difficile. Une femme est venue, 30 ans, 2 enfants, cancer du sein, terminal. Elle m'a pleuré. Qu'adviendra-t-il de mes enfants a-t-elle demandé. Que pouvais-je dire? Luc prenait ma main. La vérité. Parfois la vérité fait mal, mais au moins elle est honnête. Et toi? Une fille de 22 ans est arrivée. Accident de moto, fracture du crâne, opération. J'ai travaillé 6 heures. Mais nous l'avons perdue. Sa famille était dans le couloir. Mère, père, petit frère. Quand je suis sortie, la mère m'a regardée. Et ce regard disait « Tu l'as tué ». Non, Luc, tu as fait de ton mieux. Mais ce n'était pas suffisant. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais, mais c'est difficile à accepter. Cette nuit-là, j'ai aussi pleuré. Au lit, à côté de lui, silencieusement. Parce que la douleur de Luc était ma douleur. C'est comme ça dans le mariage. La douleur de l'un contamine l'autre, mais la beauté aussi. Mars 1988, je suis tombée enceinte. Quand j'ai fait le test, j'ai vu 2 lignes. Mon cœur s'est mis à battre. « Luc !» j'ai crié. « Luc, viens vite !» Il a couru, stéthoscope à la main. Il revenait de l'hôpital. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Je suis enceinte. Il s'est arrêté, figé. Puis son visage, il y avait un tel bonheur sur son visage. Ses yeux brillaient, sa bouche s'ouvrit. Il ne pouvait plus respirer. « C'est vrai? Tu ne plaisantes pas ?»« C'est vrai, Luc, c'est vrai. » Il a crié fort « Je vais être papa! Je vais être papa !» Les voisins ont entendu. On a frappé à la porte. « Il y a un problème ?»« Non !» cria Luc. « Pas de problème. Je vais être papa !» Cette nuit-là, il n'a pas dormi jusqu'au matin. Il a fait des plans. « Je vais faire une chambre d'enfant. Je vais la peindre en jaune. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon. Et des jouets, des livres, de la musique. »« Luc, pas encore. Je sais, mais nous devons nous préparer. » C'était Luc, enthousiaste, passionné, comme un enfant. 3 novembre 1988, Antoine est né. L'accouchement était horrible. 18 heures, la douleur venait par vagues, parfois supportable, parfois à faire crier. Luc était à mes côtés, il tenait ma main. « Respire, bien, maintenant pousse, pousse Madeleine, pousse !» J'ai poussé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai juré, oui, j'ai juré, à Luc aussi. « C'est toi qui m'as fait ça !» j'ai crié. « Je sais, dit-il, je suis désolé. Que tes excuses aillent ton enfer !» Puis un son, des pleurs de bébé, forts, en colère, puissants. « Votre fils, dit la sage-femme en riant, un garçon en bonne santé. » Ils l'ont posé sur ma poitrine, petit, sanglant, rouge, mais parfait. Luc pleurait, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues. « Mon fils, murmura-t-il. » Il embrassa Antoine, sur le front. « Mon fils, bonjour, bonjour mon petit. » Il se tourna vers moi, il m'embrassa. « Merci, merci Madeleine, tu m'as donné le plus beau cadeau. » À ce moment, dans cette chambre d'hôpital, à 7 heures du matin, j'ai pensé « Voilà le bonheur, voilà le vrai, pur, indéniable bonheur. Il ne peut pas y avoir plus. » Je me suis trompée pendant 6 ans. Il y eut plus pendant 6 ans. Puis, tout s'est terminé. 1988-1994, les années dorées. Pendant qu'Antoine grandissait, Luc était un père merveilleux, patient, amusant, aimant. Il ne se plaignait jamais des réveils nocturnes. « Tu dors, je m'en occupe », disait-il. Il prenait Antoine dans ses bras, marchait dans le salon, chantait. De vieilles berceuses françaises, Frère Jacques, Au clair de la lune. Quand il a fait ses premiers pas, il les a filmés. Vieille caméra, cassette VHS. « Regarde Madeleine, regarde, il marche, mon fils marche !» Antoine avait ses 3 pas, puis il était tombé. Il n'avait pas pleuré, il avait ri. Comme son père, avais-je dit, fort. Son premier mot fut papa. Ce jour-là, Luc a distribué du chocolat à tout le monde à l'hôpital. Les week-ends, nous allions au parc de la Tête d'Or. Antoine courait au bord du lac, poursuivait les canards, riait. Luc courait derrière lui. « Attention mon fils, ne tombe pas dans l'eau !»
Un jour, été 1992, Antoine est tombé dans le lac. C'était peu profond, mais il était trempé de la tête aux pieds. Luc l'a sorti. « Tu as froid ?»« Non, papa, c'était amusant. » Luc a ri. « Alors retourne-y. » Et tous les deux sont entrés dans le lac, avec leurs vêtements. J'ai éclaté de rire à côté de ma mère, parce que la vie se vivait dans ces moments. Tout était parfait. Jusqu'à mai 1994. Mai 1994. Luc est tombé malade. Au début, c'était une toux, sèche, dure, persistante. « Grippe, dit-il, ça passera. » Une semaine passa. Ça n'est pas passé. 2 semaines. C'est devenu pire. « Luc, dis-je, va voir un médecin. »« Je suis médecin, je prends des antibiotiques, ça va s'améliorer. » 3 semaines. La fatigue a commencé. Il ne pouvait pas se lever le matin. Il se couchait à 8 heures du soir. 4 semaines. Essoufflement. En montant les escaliers, il s'arrêtait, mettait sa main sur sa poitrine. « Luc, c'est sérieux, tu dois te faire examiner. »« Madeleine, tu exagères. »« Je n'exagère pas. Regarde-toi, pâle, faible, malade. » Il s'est tu. Il s'est regardé dans le miroir. Il a vu. « D'accord, dit-il, d'accord, j'irai demain me faire examiner. » Le lendemain, il est allé se faire examiner. Docteur Moreau, son collègue, son ami, a fait une radio, a pris du sang, a fait des tests. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. « Madeleine, dit Luc, sa voix tremblait. Peux-tu venir à l'hôpital? Je dois parler au docteur Moreau. » L'alarme a sonné dans mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Viens s'il te plaît, maintenant. J'ai couru, à l'hôpital, au bureau de Luc. Docteur Moreau, vieux, sérieux, à lunettes, était assis au bureau. Devant lui, des films radiographiques, sur le panneau lumineux. « Asseyez-vous, Madame Beaumont, dit-il. » Je me suis assise, Luc à côté de moi, tenant ma main. Sa main était moite, elle tremblait. Docteur Moreau a montré la radio. « Regardez, dit-il. » Il a pointé du doigt. Ici et ici, des ombres. J'ai vu 2 taches sombres dans le poumon gauche, à droite. Des masses, dit-il, dans les 2 poumons, grandes. Le monde a tourné. Quelle taille? Ma voix a tremblé. 4 cm à gauche, 3 cm à droite. Est-ce opérable? Silence, long, lourd, horrible silence. Docteur Moreau a baissé la tête. Non, madame, trop tard. Et ça s'est propagé. Où ça s'est propagé? Foie, os, pas encore au cerveau, mais... Dans mon cerveau, un seul mot. Non, 1000 fois non, 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 non. Qu'est-ce que cela signifie? Ma voix ne sortait pas. Ce fut un murmure. Cancer, madame. La voix du docteur Moreau était professionnelle, mais ses yeux étaient tristes. Stade 4, avancé. Traitement, chimiothérapie, radiothérapie, mais pas de guérison, juste gagner du temps. Combien de temps? Sans traitement, 6 mois. Avec traitement, peut-être 1 an, peut-être 18 mois, peut-être moins. 1 an. 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes. Puis, Luc allait mourir. J'ai regardé Luc. Il pleurait, silencieusement. Ses épaules tremblaient. « Antoine, dit-il, Antoine n'a que 6 ans. Je veux le voir grandir, le voir aller à l'école, son premier amour, sa remise de diplôme, son mariage. Je sais, Luc, mais je ne le verrai pas, n'est-ce pas ?» Je ne pouvais pas dire non, parce que ce serait un mensonge. « Non, dis-je, les larmes ont coulé. Tu ne le verras pas. » Nous nous sommes serrés dans les bras, là, dans ce bureau, entre les murs blancs. Et mon monde s'est effondré. Je vous demande, avez-vous déjà perdu quelqu'un? Une perte telle que, même 30 ans plus tard, c'est la première chose à laquelle vous pensez chaque matin au réveil? Peut-être un conjoint, peut-être un parent, peut-être un enfant? Écrivez dans les commentaires, parce que j'ai vécu cette douleur. Et cette douleur ne s'est jamais dissipée. J'ai juste appris à vivre avec. L'année du traitement. Luc a suivi une chimiothérapie, toutes les 2 semaines. Nous allions à l'hôpital, le même hôpital, les mêmes couloirs, mais cette fois en tant que patient. Après la première séance, il a vomi, pendant des heures, tout,
liquide jaune, bile, amertume. Je suis restée assise près des toilettes, j'ai frotté son dos. « Je suis désolée, disait-il. Je suis désolée, Madeleine, c'est dégoûtant. » Ce n'est pas dégoûtant, tu te bats, les guerriers peuvent vomir. Après la deuxième séance, ses cheveux sont tombés, lentement, sur l'oreiller, dans la douche, partout des poils noirs. Un matin, il s'est levé. Il s'est regardé dans le miroir, chauve, pâle, maigre. « Je suis un monstre, dit-il. »« Non, dis-je, je l'ai enlacé par derrière. Tu es mon Luc, et tu es toujours beau, encore plus beau, parce que maintenant tu ressembles à Ben Franklin. » Il a ri. Franklin n'était pas chauve. Si, il l'était, il portait une perruque. « T'es sérieuse ? » ?»« Non, mais je t'ai fait rire, c'est important. » Après la troisième séance, il a beaucoup maigri, de 80 à 60 kilos. 20 kilos, ses os saillaient, son visage s'était creusé, ses yeux avaient grandi, dans sa tête. Un jour, Antoine a demandé « Maman, papa est malade ?»« Oui, mon chéri, très malade. »« Pourquoi ?» ?»« Parce qu'il y a de mauvaises cellules dans son corps, et les médecins essaient de tuer ces cellules. Est-ce qu'il va guérir ?» Cette question, cette terrible, innocente, impossible question. Mentir faisait tellement mal, mais la vérité faisait encore plus mal. « Je l'espère, mon chéri, dis-je, je l'espère vraiment. » Il a suivi un traitement pendant 6 mois, 6 longs, douloureux, désespérés mois. Puis le docteur Moreau a dit « Nous devons arrêter. » « Pourquoi ?» demandai-je, mais je connaissais la réponse. « Parce que ça ne marche pas. Le cancer gagne. Le traitement ne fait que causer de la douleur. Il n'y a plus de qualité de vie. » Combien de temps ? Ma voix était plate. 1 mois, madame, peut-être 2, peut-être moins. Novembre 1994. Nous avons ramené Luc à la maison. Nous l'avons mis au lit. Il ne pouvait plus marcher. Je me suis assise à côté de lui tous les jours. J'ai tenu sa main. J'ai parlé. Parfois il répondait, parfois non. Il prenait de la morphine. La douleur était forte. « Tu te souviens, dis-je un jour, le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu m'as offert un café, mais tu as mis du sel au lieu du sucre dans la tasse, par distraction. » Il a souri, difficilement. « Je me souviens. Tu l'as bu, tu n'as pas grimacé. » « Oui, ce jour-là, je suis tombée amoureuse de toi, parce que tu t'es excusé. Quel idiot je suis, as-tu dit. Laisse-moi t'apporter une nouvelle tasse. » Mais j'ai dit « Non, c'est bon, c'est différent. » Et tu m'as regardé, dans les yeux, et tu as compris. Cette femme m'accepte, avec mes défauts. Tu es parfaite, Madeleine. Non, je t'aime, c'est différent. La dernière semaine, j'ai amené Antoine. « Parle à ton père, dis-je, dis-lui ce que tu veux. » Antoine a grimpé dans le lit. Il s'est allongé à côté de Luc. « Papa, dit-il, à l'école, nous allons faire un spectacle. Je vais être en arbre. Tu vas me coudre un costume ?» Luc a ouvert les yeux, avec douleur. « Bien sûr, mon fils, je vais le coudre. » Un mensonge, parce que Luc allait mourir 1 semaine plus tard. Mais parfois, mentir est de l'amour. « Et papa, tu viendras aussi pour regarder ?»« Je viendrai. Je m'assiérai au premier rang. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Antoine l'a enlacé. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, mon fils, plus que tout. » 3 mars 1995, vendredi. Luc n'a pas pu supporter autant de douleur et de tristesse, et il est mort. Le matin à 6h23. J'étais à ses côtés. Je tenais sa main. Je n'avais pas dormi depuis 48 heures. Je pensais continuellement comment j'allais m'adapter à cette situation toute seule, comment j'allais surmonter tout. J'étais juste assise. J'avais attendu. Sa respiration a changé. Elle a ralenti. Elle est devenue superficielle, râleuse. « Luc, dis-je, je suis là, je suis avec toi. » Il a ouvert les yeux. Un instant, il m'a regardé. « Madeleine, » murmura-t-il, à peine. « Merci. »« De rien, mon amour. » Il a pris son dernier souffle, long, tiré, douloureux. Puis il s'est arrêté. Sa poitrine n'est pas descendue, elle n'est pas montée.
Le moniteur cardiaque a tracé une ligne droite. Il a crié « Bip !» Non, dis-je, non, Luc, non. J'ai serré sa main encore plus fort, comme si je pouvais le ramener, comme si la mort était réversible. Luc, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Mais il était parti. Le père de mon fils, mon mari, mon amour, mon ami. Il était parti. L'infirmière est entrée, une jeune fille, blonde. « Madame, dit-elle doucement, je suis désolée. » Je l'ai regardée, jeune, dans la vingtaine, fraîchement diplômée peut-être. « Merci, dis-je en pleurant, merci. Quel est ton nom ?»« Véronique, madame, Véronique Dubois. » J'ai retenu ce nom, j'ai retenu ce visage. Parce que 30 ans plus tard, ce nom, ce visage sont revenus. Et cette fois, ils ont apporté des questions. Véronique avait tendu sa main. Je la tenais encore. Mes mains étaient glacées, mes doigts engourdis. Le temps s'était arrêté. Cette main avait tenu celle de Luc, il y a 30 ans, dans son dernier souffle. Enchantée, dis-je, mais ma voix ne sortit pas. Ce fut un murmure. Ma gorge était nouée. Antoine était enthousiaste. Il n'a pas remarqué ma tension. « Maman, Véronique est formidable. Elle travaille dans un cabinet d'architecture, designer d'intérieur. Le mois dernier, elle a ouvert une exposition à Paris. Âme minimaliste. Les critiques l'ont adorée. » Vraiment, dis-je. Je regardais toujours Véronique. Ce visage, ce maudit visage familier, mais différent, plus vieux, plus dur. Mais la même structure osseuse, la même ligne de mâchoire, les mêmes yeux. « Oui, madame, dit Véronique en souriant. Je travaille sur le minimalisme moderne, la philosophie du moins c'est plus. Peut-être qu'un jour je vous montrerai. Votre maison est si charmante, vintage, avec du caractère. » Merci, dis-je, mais les mots sortirent avec difficulté. Ils sont entrés. Antoine est allé à la cuisine. « Je fais du thé ou du café ?»« Thé, dit Véronique, sans sucre, avec du citron. »« Maman ?»« Du thé aussi pour moi, dis-je, mais je n'allais pas le boire, mon estomac se retournait. » Véronique est passée au salon. Elle marchait lentement, comme si elle mesurait chaque pas. Ses yeux balayaient tout, photos, meubles, tapis, rideaux, lumière. Comme un agent immobilier, comme si elle estimait un prix. Elle s'est arrêtée devant le mur, devant une photo. 1990. Luc et moi, Antoine bébé, nous trois, au parc de la Tête d'Or, une journée ensoleillée. Luc riait, je riais, Antoine pleurait parce qu'il avait faim. Véronique a regardé la photo, longuement. 10 secondes, 15, 20. Elle a baissé la tête. Elle a mis son doigt sur le bord de la photo, sur le visage de Luc. « Votre mari ?» demanda-t-elle. Sa voix avait changé, s'était adoucie. « Oui, Luc. Il était beau, très beau. Il l'était. » Quand l'avez-vous perdu ? 1995. Mars. Il y a 29 ans, 3 semaines, 4 jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté les jours, mais je les ai toujours comptés. Je suis désolée. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux, quelque chose brillait dans ses yeux. De la reconnaissance, du regret ou du calcul. C'était un cancer. Je me suis figée. Comment sais-tu ? Je ne le savais pas. J'ai deviné. Les morts jeunes sont généralement un cancer ou un accident. Et sur la photo, il n'a pas l'air malade, donc ça a dû être juste après. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Cette femme savait quelque chose. J'en étais sûre. Antoine est arrivé avec l'été. Nous nous sommes assis, nous avons parlé, des choses normales. La météo, le travail, les changements à Lyon, la nouvelle ligne de tramway. Mais je n'ai pas fait attention à la conversation. J'ai fait attention à Véronique. Ses mains, doigts longs et fins, ongles vernis en rouge, mais infondus. Pas encore de bague à la main gauche, un petit tatouage au poignet. Un serpent ? Une vigne ?
Je n'ai pas compris. Sa voix, douce mais contrôlée, chaque mot pensé, jamais de jamais de trébuchement. Ses yeux, vert clair, mais avec quelque chose de caché en profondeur. Un vide, une obscurité. Son rire, très rare, et quand il venait artificiel. Les lèvres se recourbaient, mais les yeux ne riaient pas. 1 heure plus tard, ils sont partis. À la porte, Véronique s'est tournée. Elle a tendu la main à nouveau. « On se reverra bientôt, Madame Madeleine, dit-elle. Très bientôt, parce qu'Antoine et moi, nous pensons sérieusement. Comment sérieusement? Ma voix était dure. Mariage. Peut-être l'été. Peut-être plus tôt. La vie est courte, n'est-ce pas? Pourquoi attendre? Oui, dis-je, platement. La vie est courte. La porte s'est fermée, je suis restée seule. J'ai attendu 5 secondes. Puis j'ai couru, à l'ordinateur. J'ai ouvert Google, j'ai tapé « Véronique Dubois, Lyon, 1995 ». Des résultats sont apparus. Profil LinkedIn, 8. Compte Facebook, 15. Mais aucun avec photo. Juste des noms. Et ce nom était très courant en France. Véronique Dubois. Des dizaines de milliers de personnes. Je devais affiner ma recherche. J'ai attrapé le téléphone. J'ai appelé l'Hôtel-Dieu, ressources humaines. Bonjour, je suis Madeleine Beaumont. Mon mari est décédé en 1995 dans votre hôpital. Luc Beaumont, médecin urgentiste. Oui, madame, nous l'avons dans nos dossiers. Paix à son âme. Merci. J'ai une question. À cette époque, travaillait-il une infirmière nommée Véronique Dubois? Cliquetis de touche. 10 secondes. 20 secondes. Oui, madame, Véronique Dubois. Elle a travaillé de 1992 à 1998. Infirmière aux urgences. Mon cœur s'est emballé. Où travaille-t-elle maintenant? Nous ne le savons pas, madame. Après son départ, nous ne suivons pas le personnel. Désolé. Y a-t-il une raison de départ dans les dossiers? Attendez. Oui, démission volontaire est écrit. 1998, juin. Autre chose? Non, madame, désolé. J'ai raccroché. Je me suis assise. J'ai réfléchi. 1992-1998. Elle était là quand Luc est tombé malade. Elle était là quand Luc est mort. Et puis elle est restée 3 ans de plus. Pourquoi? Pourquoi est-elle restée après le départ de Luc? Nouvelle recherche. Véronique Dubois, infirmière, 1997, Lyon. Les pages se sont chargées. Première page, offre d'emploi, réseaux sociaux, sans rapport. Deuxième page, plus de choses sans rapport. Troisième page, un article de presse. Le Progrès, 1997, octobre. Titre: L'infirmière Véronique Dubois jugée pour vol de médicaments. J'ai cliqué. Mes doigts tremblaient. J'ai lu. L'infirmière Véronique Dubois, 27 ans, travaillant à l'Hôtel-Dieu, est jugée pour vol systématique de morphine et autres substances contrôlées. La direction de l'hôpital a constaté des pertes de médicaments pendant 2 ans, de 1995 à 1997. Une enquête interne a révélé que Dubois volait les médicaments et probablement les vendait au marché noir. Dubois nie les accusations et affirme qu'il s'agit d'une calomnie. Le procès aura lieu en novembre. L'écran s'est brouillé, les mots ont dansé. Je ne pouvais plus respirer. Voleuse de médicaments, morphine, 1995-1997. Luc prenait de la morphine quand il est mort, beaucoup de morphine. Sa douleur était insupportable. Est-ce que Véronique avait volé la morphine de Luc? J'ai fait défiler vers le bas. Il y avait une photo. Devant le palais de justice, Véronique Dubois. Jeune, 27 ans, cheveux blonds courts, veste en jean, lunettes de soleil. Mais le visage était différent. Ce n'était pas la Véronique que j'avais vue, pas la fiancée d'Antoine. Le nez différent, le menton différent, le front différent. Alors qui était-elle?
J'ai imprimé l'article avec des mains tremblantes, 3 copies, je les ai classées. J'ai continué, j'ai cherché pendant des heures jusqu'à 18 heures. Et j'ai trouvé autre chose. Je suis descendue au sous-sol où se trouvent les boîtes, les affaires de Luc, depuis 30 ans. Je ne les avais pas ouvertes, je ne pouvais pas, c'était trop douloureux. Mais maintenant je devais les ouvrir. Première boîte, vêtements, les chemises de Luc. Je pouvais encore sentir son odeur, aftershave, savon de l'hôpital. Deuxième boîte, livres, revues médicales, notes. Troisième boîte, documents, dossier de l'hôpital, dossier de traitement, ordonnance. Et une enveloppe. Enveloppe brune. Dessus, l'écriture de Luc. Personnel, ne pas ouvrir. Je l'ai tenue dans ma main. Devais-je l'ouvrir? Luc avait dit ne pas ouvrir. Cela signifiait qu'il y avait un secret. Cela signifiait qu'il me l'avait caché. Mais 30 ans s'étaient écoulés. Luc était mort. Les secrets ne devraient-ils pas avoir une date d'expiration? J'ai ouvert l'enveloppe, avec des doigts tremblants. À l'intérieur, 2 pages de lettres, manuscrits, écriture féminine, fine, ordonnée, élégante. J'ai lu, et chaque mot fut un coup de poignard, chaque phrase une trahison. Cher Luc, je sais que tu es malade, je sais que tu es en train de mourir, et je sais que tu te souviens de moi. Cette nuit, 15 juillet 1992, garde de nuit, couloir des urgences, nous avons parlé. Nous étions seuls. Il était 3 heures du matin. Tout le monde dormait. Tu pleurais. Tu avais les mains sur ton visage. « Il y a un problème, docteur ?» dis-je. Tu m'as regardé. Tes yeux étaient tout rouges. « Je suis en train de mourir » as-tu dit. « Cancer, stade 4, 6 mois, peut-être 1 an. Et je laisse ma famille, ma femme, Madeleine, mon fils Antoine, 6 ans. Il n'est même pas encore allé à l'école primaire. Comment puis-je le laisser? Je me suis assise à côté de toi. J'ai pris ta main. Ta main était froide. Elle tremblait. Tu ne vas pas mourir, dis-je. Tu vas te battre. Tu vas croire. Tu as ri, amèrement. Le combat est perdu. Les médecins l'ont dit clairement. Préparez-vous, ont-ils dit. Comment me préparer? Comment dire à mon fils, Antoine, papa va mourir. Tu vas grandir, mais je ne le verrai pas. Je suis désolée. Comment le dire? Tu as pleuré, tu t'es appuyé sur mon épaule, et moi, je t'ai enlacé. Cette nuit-là, je t'ai embrassé. Je sais que c'était mal, je sais que tu étais mariée, je sais que tu aimais Madeleine, mais je n'ai pas pu résister. Parce que je t'aimais, depuis le premier jour où je t'ai vue, ta gentillesse, ta force, mais ta fragilité, ta façon de chanter au chevet des patients, ta patience. Et cette nuit-là, tu m'as aussi embrassée. Tu as répondu, peut-être par solitude, peut-être par désespoir, peut-être par besoin d'une dernière chaleur au bord de la mort. Puis 3 nuits de plus, 16, 17, 18 juillet, 3 nuits, 3 baisers, 3 étreintes. La 4e nuit, tu as dit « Arrête, c'est mal, j'aime Madeleine, je n'aime qu'elle, c'est une trahison, une faiblesse impardonnable. » Mais tu es en train de mourir, dis-je. N'as-tu pas le droit à ton dernier désir? Mon désir est de ne pas la blesser. Et maintenant je la blesse en la trahissant. Ça doit s'arrêter. Et c'est arrêté. Tu es retourné à Madeleine. Je suis retournée à mon oreiller mouillé. J'ai pleuré la nuit, chaque nuit, pendant des mois. Quand j'ai appris que tu étais mort en mars 1995, je me suis effondrée. Je ne pouvais pas aller travailler. Je ne pouvais pas voir l'hôpital. Je ne pouvais pas te voir. Je ne pouvais pas voir ton absence. Maintenant, j'écris 1997. 2 ans plus tard, pour dire « Pardonne-moi Luc, pardonne-moi Madeleine. Je ne suis pas une mauvaise personne. Juste, j'avais aimé. Et l'amour rend parfois stupide. Adieu Luc, trouve la paix au paradis. Camille. » La lettre a glissé de mes mains. Elle est tombée par terre. Camille. Pas Véronique. Camille. Luc et Camille. 1992. 3 nuits, 3 trahisons. Mes larmes ont coulé. Mais était-ce de la colère, de la douleur ou de la compréhension? Je ne savais pas.
Luc était en train de mourir. Il souffrait, il avait peur, il cherchait du réconfort. Un instant, il cherchait de l'humanité. Était-ce pardonnable? Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. Je vous demande, avez-vous déjà découvert le secret de quelqu'un qui est mort? Un secret tel que, même si vous pardonnez, vous ne pouvez pas oublier. Le passé caché de votre conjoint, de vos parents, d'un proche? Qu'avez-vous ressenti après l'avoir appris? De la colère, de la douleur ou de la compréhension? Écrivez dans les commentaires, parce que j'essaye encore de décider. Le temps de la confrontation. J'ai pris la lettre, je suis allée au salon, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Véronique, non, Camille. Allô? Rencontrons-nous, nous deux, nous devons parler, urgent. Silence, 3 secondes. Puis, pourquoi, madame? Tu sais pourquoi, Camille. Silence plus long, 5 secondes, 10. Tu as trouvé la lettre. Pas une expression, pas une question, une constatation. Oui. D'accord, le bistrot, midi. J'y serai. Le lendemain, à 11h45, j'étais au bistrot. Je me suis assise à une table d'angle, dos au mur, face à la porte, position de combat. À midi, Camille Véronique est arrivée, calme, détendue. Elle ne souriait pas. Elle portait des lunettes de soleil. Elle ne les a pas enlevées. Elle s'est assise. « Bonjour, Madame Madeleine. »« Qui es-tu » demandai-je, directement. Pas de jeu. Quel est ton vrai nom? Tu le sais, Camille, Camille Leroux. Qui est Véronique Dubois? Ma sœur, grande sœur, 10 ans de plus. Elle était vraiment infirmière. Elle a été condamnée en 1996. Vol de médicaments. 2 ans de prison. Après sa sortie, elle est devenue toxicomane. Elle est morte en 2005. Overdose, à Paris, dans une chambre d'hôtel, seule. Sa voix était plate, sans émotion. Mais ses yeux étaient peut-être humides derrière les lunettes de soleil. Pourquoi utilises-tu son nom? Parce que j'ai volé son identité, en 2005, après sa mort. Parce que moi, je fuyais mon passé. Quel passé? Un mauvais passé, madame. Abus, violence, pauvreté. Mon père était alcoolique, ma mère dépressive. J'ai fui la maison à 16 ans. J'ai vécu dans les rues. Je suis devenue escorte pour survivre. Et puis Véronique est morte, et son identité était une porte de sortie. Et l'hôpital, Luc. Elle a enlevé ses lunettes, ses yeux étaient rouges. Je l'ai rencontrée en 1992. Je n'étais pas infirmière, j'étais femme de ménage, garde de nuit. Je nettoyais les couloirs, les toilettes, les poubelles. Elle a continué. Une nuit, j'ai vu Luc, 15 juillet, 3 heures du matin, assis dans le couloir, seul. Il pleurait, les mains sur son visage. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis approchée. « Il y a un problème, docteur ?» dis-je. Il m'a regardée. « Je suis en train de mourir, dit-il. Cancer, 6 mois. » Et il a raconté. « Toi, Antoine, c'est peur. » Mes larmes ont coulé, involontairement. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. J'ai écouté pendant des heures. Et puis je l'ai embrassé. « Une fois !» j'ai crié. Non. Elle a baissé la tête. 3 fois. 3 nuits d'affilée. 15, 16, 17, 18 juillet. 4 fois. 3. La 4e, Luc a refusé. C'est mal, dit-il. Trahison envers Madeleine, dit-il. Ça doit s'arrêter, dit-il. Et c'est arrêté. Mais tu l'aimais? Oui, je l'aimais, follement. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait traité humainement, avait écouté, s'était soucié. Luc m'avait regardé comme un être humain, pas femme de ménage. Être humain, avait-il dit. Étais-tu là quand il est mort en 1995? Non. J'avais été renvoyée. Décembre 1994. J'avais changé de garde, sans permission. Mais j'ai entendu parler de sa mort. On chuchotait dans les couloirs. Le docteur Beaumont est mort, disait-il. Et moi, je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai pleuré, bruyamment. J'ai mis une serviette dans ma bouche pour que personne n'entende. Et maintenant? Pourquoi es-tu revenu maintenant? Pourquoi es-tu avec Antoine?
Ses yeux ont changé, se sont durcis. Parce que j'ai souffert pendant 30 ans, madame. 30 ans. Pauvreté, violence, solitude. Et Luc m'avait donné un moment d'espoir, d'humanité. Et maintenant, en étant avec son fils, je me sens proche de lui. Tu utilises Luc. Tu l'utilises comme un souvenir. Non, je l'honore. Luc était un homme bon. Et Antoine aussi, exactement comme son père. Gentil, sensible, bon cœur. Mais Antoine n'est pas Luc. Et toi, tu ne peux pas créer le futur en recréant le passé. C'est malsain. C'est mon seul futur. Je me suis levée pour partir. Camille s'est aussi levée. Madame Madeleine, dit-elle, je vais vous poser une question. Vous n'avez pas besoin de répondre. Mais réfléchissez. Si Luc n'était pas venu vers moi ces 3 nuits, peut-être qu'il serait mort plus tôt. Parce que ces 3 nuits lui avaient donné une raison de vivre, pour un moment, et avaient donné de la force pour les derniers mois qu'il allait passer avec vous, avec Antoine. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée. Que veux-tu dire ? Je veux dire, peut-être que ces 3 nuits n'étaient pas une trahison, peut-être que c'était de la survie. Et si sa survie vous a donné plus de temps, alors peut-être devriez-vous me remercier. J'ai voulu la gifler. Ma main a tremblé. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que peut-être qu'elle avait raison. Je suis sortie du café. J'ai marché, le long du Rhône, pendant des heures. Et j'ai pensé, devais-je pardonner ? Luc ? Camille ? Moi-même ? Je ne savais pas. Quand je suis rentrée à la maison, Antoine attendait. « Maman, dit-il, Véronique a appelé. Vous avez parlé ? Oui. Et qu'est-ce que tu penses ? Je me suis assise. J'étais fatiguée. Très fatiguée. Je ne sais pas, Antoine. Vraiment pas. Une partie de moi dit « Cette femme vient du passé. C'est dangereux. Fuis. » L'autre partie dit « Peut-être qu'elle est aussi une victime de la vie. Et peut-être qu'elle mérite une seconde chance. » Qu'est-ce que tu ressens ? J'ai peur. J'ai peur, mon fils, parce que j'ai peur de te perdre. J'ai perdu Luc. Si je te perds, je ne peux pas supporter. Antoine m'a serré dans ses bras, fermement. Tu ne me perdras pas, maman, jamais. Quelle que soit la femme avec qui je suis, tu seras toujours ma mère, et tu seras toujours en première place. Ces mots furent guérisseurs. Alors que vas-tu faire ? Demandai-je. Véronique, Camille, qui qu'elle soit, je vais lui parler. Je vais demander plus de vérité. Tout. Et si elle cache quelque chose, je partirai. Tu es sûre ? Je suis sûre, maman. Parce que tu as raison. Il faut de la confiance. Et maintenant, je ne peux pas faire confiance. Cette nuit-là, Antoine est parti. Parler à Camille. Je suis restée à la maison. J'ai attendu. Et j'ai pensé, quand il apprendra la vérité, que se passera-t-il ? Parce que je le savais au fond de moi. Il n'y avait plus de secrets, des secrets plus sombres. Et bientôt tout allait éclater. Antoine n'est pas rentré avant le matin. À 7h du matin, le téléphone a sonné. Même la sonnerie faisait mal. Ma tête bourdonnait, mes yeux brûlaient. Je n'avais pas dormi du tout. « Maman, je vais bien. Je suis restée chez Camille. On a parlé. Jusqu'au matin. On n'a pas dormi. » Et je ne sais pas. Je suis confus, très confus. Je rentre à la maison. Je dois te parler. 1 heure plus tard, il est arrivé. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait vieilli de 10 ans. Des cernes violettes sous les yeux, barbe de 3 jours, vêtements froissés. J'ai regardé mon fils et j'ai vu Luc. Les mêmes yeux fatigués, les mêmes épaules lourdes, la même posture, le monde sur mes épaules. J'ai fait du café. Mes mains tremblaient en tenant la tasse. J'en ai renversé un peu. J'ai essuyé. Je l'ai apporté. Nous nous sommes assis. Silence, lourd, épais, irrespirable. « Raconte, dis-je finalement. Antoine a bu son café, lentement, pensivement.
Elle m'a tout raconté, maman, pour la première fois, vraiment tout. Son enfance, son père rentrait ivre tous les soirs, sa mère ne pouvait pas sortir du lit, sa sœur Véronique a essayé sa première drogue à 12 ans, la maison, c'était l'enfer. J'ai écouté, j'ai joint mes mains sur mes genoux. À 14 ans, elle a été batterie pour la première fois. Son père, quand il était ivre, au visage. Son nez s'est cassé. Personne ne l'a emmenée à l'hôpital. Elle a guéri toute seule. De travers. Tu as peut-être remarqué, son nez est légèrement tordu. Je l'avais remarqué, mais je n'avais pas demandé. À 16 ans, elle s'est enfuie. Elle a vécu dans les rues, à Lyon. En hiver, elle aurait pu mourir de froid. En été, elle mourrait de faim. Et pour survivre, maman, pour survivre, elle a fait des choses horribles. Elle n'a pas voulu raconter, mais j'ai compris. Elle a vendu son corps. Ma poitrine s'est serrée. J'ai eu de la compassion. Je ne voulais pas, mais j'en ai eu. À 18 ans, une assistante sociale l'a trouvée, l'a mise dans un refuge, l'a aidée à trouver du travail. Travail de nettoyage, à l'hôpital, son premier vrai travail. La première fois qu'elle gagnait de l'argent honnête, la première fois qu'elle se sentait humaine. Et Luc? Et papa? Il s'est arrêté. Ses yeux se sont remplis. Papa a été la première personne à lui faire sentir « tu as de la valeur dans sa vie ». La première fois qu'il l'a vu comme humain, pas femme de ménage, humain. Et elle est tombée follement amoureuse. 3 nuits, dis-je, ma voix était plate, comme de la pierre. Oui, 3 nuits. Mais maman, papa a arrêté la 4e nuit. C'est mal, a-t-il dit. J'aime Madeleine, a-t-il dit. Ça va la détruire, a-t-il dit. Et Camille l'a encore plus aimé, parce qu'il a refusé, parce qu'il t'est resté fidèle. Mais maintenant, 30 ans plus tard, pourquoi maintenant, toi? Antoine a baissé la tête. Je lui ai demandé, honnêtement, est-ce que tu m'aimes ou aimes-tu le fantôme de papa, dis-je. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré, beaucoup pleuré, et elle a dit, je ne sais pas, au début, tu étais juste le fils de Luc, mais ensuite tu es devenu Antoine, différent, ta propre personne, et je t'ai vraiment aimé, mais je ne peux pas oublier Luc, les deux sont en moi, et moi, je ne sais pas quoi faire, maman. J'ai tendu ma main, j'ai pris la sienne. Qu'est-ce que tu ressens, du fond du cœur, honnêtement? J'ai peur, maman, parce que je l'aime, mais je ne peux pas lui faire confiance, parce que peut-être que je suis vraiment un remplaçant, peut-être que chaque fois qu'elle me regarde, elle voit Luc, et ça fait mal. Alors tu as déjà ta réponse. Mais partir fait aussi mal. Je sais, mon fils, mais parfois la douleur est nécessaire, parce qu'elle empêche une plus grande douleur. Cette nuit-là, Antoine a réfléchi seul, dans sa chambre, porte fermée. Je l'ai entendu pleurer, mais je ne suis pas entrée, parce que certaines douleurs doivent être vécues seules. Le journal. Le lendemain matin, quand je me suis retrouvée seule, je suis redescendue au sous-sol, aux boîtes de Luc. Peut-être que j'avais raté quelque chose, peut-être qu'il y avait un autre indice. J'ai ouvert la 4e boîte. À l'intérieur, il y avait des livres de médecine, et entre eux, un journal. Reliure en cuir, marron, vieux, coins usés, pages jaunies. Je l'ai ouvert. Première page, l'écriture de Luc. Cette écriture familière, penchée, rapide. 1992. Mes mains ont tremblé, mais je devais lire, je devais savoir. J'ai tourné les pages. Janvier, février, mars, notes de routine. Patient, opération, réunion. Puis juillet. En tête de page, 15 juillet 1992. Aujourd'hui, mon monde s'est effondré. Le docteur Moreau a donné les résultats des tests. Cancer du poumon, stade 3, non opérable, propagé, ganglion lymphatique, peut-être le foie. Nous ferons de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais les chances sont de 15-20%, pas plus. Et je pense, dans 5 ans, Antoine aura 9 ans, dans 10 ans, 14, l'adolescence, l'âge où on a le plus besoin d'un père, mais je ne serai pas là. Comment vais-je le dire à Madeleine? Ma chérie, je suis en train de mourir,
Je te laisse, désolée. Comment? Pendant la garde de nuit, je n'ai pas pu tenir. J'ai pleuré dans le couloir, je me suis effondrée par terre, j'ai mis mes mains sur mon visage, et j'ai crié, silencieusement, de l'intérieur. J'ai entendu une voix. Docteur, vous allez bien? J'ai regardé. Une jeune fille, peut-être 20 ans, tenue de nettoyage, blonde, mince. Camille écrit sur son badge. Je vais bien, dis-je, mais ma voix s'est brisée. Elle s'est assise à côté de moi, par terre. Son pantalon s'est sali. Elle s'en fichait. Vous n'allez pas bien, dit-elle. Vous pleurez. Voulez-vous en parler? Et j'ai raconté. Dieu sait pourquoi. À une étrangère. Mais j'ai raconté. Tout. Le cancer, Madeleine, Antoine, la peur. Elle a écouté, n'a pas jugé. Juste elle était là. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai pu respirer normalement. Mes larmes sont tombées sur la page. Je ne les ai pas essuyées. J'ai continué. 16 juillet 1992. J'ai encore parlé avec Camille. Garde de nuit, 3 heures, dans le couloir. J'ai parlé de Madeleine. Je l'aime tellement, dis-je. Depuis le début, depuis le premier jour où je l'ai vue. Je lui ai offert un café. J'ai mis du sel au lieu du sucre. Elle l'a bu. Elle n'a pas grimacé. Ce jour-là, je me suis dit, je vais épouser cette femme. Camille a souri. Elle a beaucoup de chance. Non, c'est moi qui ai de la chance. Et maintenant, je vais la détruire par ma mort. Et Camille m'a embrassée. J'ai été choquée, je me suis reculée. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, dit-elle, mais vous aviez l'air si triste et je voulais juste donner un moment de bonheur. J'aurais dû dire Madeleine, ma fidélité, mon amour. Mais à ce moment, j'étais si seule, si effrayée. Et Camille était là, réchauffante, vivante. J'ai fait une erreur. Je l'ai embrassée. Pourquoi? La peur de la mort, la peur de mourir seule. Puis je me suis reculée. Pardon, c'est mal. Je suis mariée. J'aime Madeleine. Je sais, dit Camille, mais toi aussi, tu as besoin d'être aimée. Cette nuit-là, quand je suis rentrée à la maison, je ne pouvais pas regarder Madeleine. Je ne pouvais pas croiser son regard, parce que c'était écrit sur mon visage. Coupable. Je ne pouvais plus respirer. J'ai tourné la page. 17 juillet 1992. Mon Dieu, pardonne-moi. Madeleine, pardonne-moi. Encore Camille, encore la nuit. Encore une erreur. Plus grosse erreur. On a parlé. Pendant des heures, et c'est devenu physique. Dans le dépôt de l'hôpital. Entre les draps. 20 minutes. Peut-être moins. Ensuite j'ai pleuré, en sanglotant. Je suis un monstre, dis-je. J'ai trahi Madeleine, même dans mon pire moment, même dans mon moment le plus faible. Tu es humain, dit Camille. Les humains font des erreurs. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison. Et c'est impardonnable. Mais je l'ai quand même fait. Pourquoi? Je ne connais pas la réponse. Peut-être que la mort m'a rendu fou. Peut-être que c'était le besoin d'une dernière chaleur. Mais ce n'est pas une excuse. Madeleine, si un jour tu lis ceci, pardonne-moi. S'il te plaît. Le journal a glissé de mes mains. Il est tombé par terre, mais je ne l'ai pas ramassé. Parce que quelque chose se brisait dans ma poitrine. Lentement. Douloureusement. Luc avait trahi. Oui, mais il le savait. Il regrettait. Il souffrait. Pouvais-je pardonner? Je ne savais pas. À ce moment, je ne savais pas. Il y avait une dernière entrée. Je devais la lire. 18 juillet 1992. Aujourd'hui, j'ai dit à Camille, ça doit s'arrêter. Pourquoi? dit-elle. Ses yeux se sont remplis. Parce que j'aime Madeleine. Seulement elle. Toujours elle. Et ça va la tuer. Peut-être qu'elle ne sera jamais. Mais moi je serai. Et ce remords, c'est pire que la mort. Mais je t'aime, dit-elle. Je sais. Et tu es une bonne personne, Camille.
Vraiment. Mais tu as 20 ans. Ta vie est devant toi. Oublie-moi. Avance. Sois heureuse. Elle a pleuré. Beaucoup pleuré. Je l'ai serrée dans mes bras, une dernière fois, mais seulement en tant qu'amie, seulement en tant qu'humain. Adieu, Camille, dis-je. J'espère que tu trouveras le bonheur. Tu étais mon bonheur, dit-elle. Non, j'étais juste un moment, mais le vrai bonheur est permanent. Elle est partie. Et je me suis sentie soulagée, mais en même temps triste, parce que Camille était quelqu'un de bien, juste au mauvais moment, au mauvais endroit, avec la mauvaise personne. J'ai fermé le journal, je l'ai tenu sur mes genoux, j'ai pleuré. Luc était humain, faible. Il avait fait une erreur, mais il m'aimait, vraiment. Pouvais-je pardonner? Oui, je pouvais pardonner. Parce que l'amour, c'est pardonner, voir les erreurs, mais aimer quand même. La boîte. Ce soir-là, Antoine est venu. Il était agité, mais anxieusement agité. « Maman, j'ai trouvé quelque chose dans l'appartement de Camille, une boîte, cachée derrière l'armoire, et dedans… » Il a posé la boîte sur la table, il l'a ouverte. Je ne voulais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je devais regarder. À l'intérieur, photo de Luc, 40-50, photo d'identité, photo d'hôpital, avis de décès décompés dans les journaux. Lettres, beaucoup, enveloppe non ouverte, dessus Luc Beaumont écrit, mais pas d'adresse, jamais envoyé. Un carnet, noir, dessus des anniversaires. Rencontre avec Luc, 15 juillet. Mort de Luc, 3 mars. Jour de pensée à Luc tous les jours, tous les jours. Antoine a ouvert une lettre, il l'a lue, sa voix a tremblé. Cher Luc, aujourd'hui aurait été ton anniversaire. Tu aurais eu 52 ans. J'ai fait un gâteau. Pour toi, j'ai allumé les bougies, je les ai soufflées en ton nom, et j'ai fait un vœu. Si seulement tu pouvais revenir. J'ai 30 ans maintenant. J'avais 20 ans quand tu es mort. 10 ans sont passés. Mais je pense à toi tous les jours. Je te vois dans mes rêves toutes les nuits. Je sais que c'est mal. Je sais que c'est malade. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime, Luc. Je t'aimerai toujours. Camille. Une autre lettre. Cher Luc. Aujourd'hui, je suis revenue à Lyon. 15 ans plus tard, parce qu'à Paris, je ne pouvais pas t'échapper. Je te voyais à chaque coin de rue. Peut-être que je te verrai ici aussi. Mais au moins, je serai dans tes lieux. L'hôpital, le parc, le bord du Rhône. Et peut-être que je trouverai ton fils, Antoine. Il doit avoir 20 ans maintenant. Je me demande s'il te ressemble. Je veux voir, juste voir, pas toucher, juste savoir. Une partie de toi vit encore. Je t'aime, Luc. Camille. Et finalement, un plan, détaillé, daté. Janvier 2023, retour à Lyon. Février 2023, collecter des informations sur le fils de Luc, son travail, sa maison, ses habitudes. Mars 2023, le rencontré par hasard, le comptoir. Il y va les jeudis soirs. Avril 2023, commencer la relation. Lentement, naturellement. Mai 2023, amour. Juin 2023, mariage. Pour toujours, être proche de Luc, à travers son fils. Le visage d'Antoine était devenu pâle. C'est une obsession maladive, pendant 30 ans. Et moi, j'étais juste un outil pour attendre Luc. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée, mon fils, tellement désolée. Je dois partir, n'est-ce pas? Oui, immédiatement, aujourd'hui. Cette nuit-là, Antoine a appelé Camille. Camille, j'ai trouvé la boîte. Silence. Long silence. J'ai tout vu. Photos, lettres, plans. Antoine, s'il te plaît. Tu ne m'as jamais aimé. J'étais le remplaçant de papa, un fantôme.
Une ombre! Non. Au début, oui, mais ensuite... Assez! C'est fini! Je ne veux plus jamais te voir! Il a raccroché, il a jeté le téléphone contre le mur, l'écran s'est brisé. Puis, il s'est effondré. Par terre, il a pleuré. Je me suis assise à côté de lui, je l'ai serré dans mes bras, et j'ai aussi pleuré. Je vous demande, avez-vous déjà réalisé que quelqu'un n'était pas avec vous, mais voulait juste être avec quelqu'un du passé? Étiez-vous un remplaçant, un deuxième choix, le fantôme de quelqu'un? Qu'avez-vous ressenti? De la colère, de la douleur ou juste du vide? Écrivez dans les commentaires, parce qu'Antoine a ressenti du vide cette nuit-là. Et le vide est pire que tout. 2 semaines de silence. 2 semaines se sont écoulées. Camille n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message. Elle a disparu. Elle est partie, dit Antoine, mais sans joie. Enfin partie. J'étais aussi soulagée. Peut-être, mais en même temps mal à l'aise. Parce que c'était trop silencieux, ça s'était terminé trop facilement, trop proprement. Et Camille était une femme qui s'était battue pendant 30 ans. Abandonnerait-elle si facilement? J'avais raison. 2 semaines plus tard, jeudi soir, 20h, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Camille était là. Mais je ne la reconnaissais presque pas. Elle avait perdu du poids, peut-être 5 kilos, peut-être 10. Son visage s'était creusé, des cernes violets sous les yeux, cheveux gras, attachés, pas de maquillage, lèvres gercées. « Madame, Madeleine, dit-elle, sa voix était brisée. Je dois vous dire quelque chose. Va-t'en, Camille, Antoine n'est pas là. Je sais, mais je dois vous le dire, parce que si je ne le dis pas, je vais devenir folle, et je deviens déjà folle. » J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Entre. Elle est entrée. Elle a trébuché. En marchant, elle perdait l'équilibre. Alcoolisée ou juste épuisée? Nous sommes allés au salon. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée debout. Les mains tremblaient. Les derniers jours de Luc, dit-elle, ces jours étaient différents de ce que je vous ai raconté. Mon cœur s'est emballé. Comment différent? Je n'étais pas seulement là, j'étais activement là. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière semaine de Luc, sa douleur était insupportable. Il criait, il pleurait. La morphine ne suffisait pas. Les médecins n'en donnaient pas plus. Il va devenir dépendant, disait-il. Mais Luc était en train de mourir. La dépendance n'avait pas de sens. Qu'as-tu fait, Camille? J'ai volé de la morphine, à Véronique. Ma sœur était infirmière. Elle avait la clé de la salle des médicaments. Une nuit, j'ai volé la clé. Je suis entrée. J'ai pris 10 ampoules de morphine. Je les ai données à Luc, en secret. Dose supplémentaire, pour qu'il meure sans douleur. Mon souffle s'est coupé. Tu as donné de la morphine sans autorisation? Oui, et peut-être que j'en ai donné trop. Peut-être que j'ai accéléré sa mort. Je ne sais pas, mais mon intention était bonne, je le jure. Tu ne sais pas si tu en as donné trop ou pas? Non, je ne sais pas. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Et si oui, si Luc est mort plus tôt à cause de moi? Elle s'est effondrée, par terre. Elle a pleuré. Pardonne-moi, madame, s'il te plaît. Je ne voulais pas regarder, mais je devais. Il y a autre chose, dit-elle, en pleurant. La dernière nuit, quand Luc est mort, vous étiez aux toilettes 2 minutes. Vous étiez allé vous laver les mains. Et moi, je suis entrée. J'ai pris la main de Luc. Au revoir, dis-je. Je t'aimerai toujours. Et je l'ai embrassé. Sur le front, une dernière fois. Le monde a tourné. Tu étais là dans le dernier moment de Luc? Seulement 30 secondes, je le jure. Quand vous êtes revenu, j'étais sortie. Mais ces 30 secondes étaient à moi, mon droit, mon dernier moment. Je sais, et je suis désolée. Je regrette tous les jours. Je l'ai giflé. Fort. La peau m'a frappé son visage. Une marque rouge est apparue. Pars, sors de ma vie, ne reviens jamais. Elle s'est enfuie en courant, en pleurant, en trébuchant. La porte a claqué. Je suis restée là, dans le salon, tremblante. Antoine est sorti, de sa chambre. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai entendue. » J'ai raconté. Tout. La morphine, les dernières 30 secondes, le baiser.
Antoine s'est effondré dans le fauteuil. Donc, dans le dernier moment de papa, dans son dernier souffle, quand tu n'étais pas là, cette femme était là. Oui. Et toi, tu ne l'as pas su pendant 30 ans? Non, je ne l'ai pas su. Silence, long, douloureux. Qu'est-ce que tu ressens, maman? Je ne sais pas. Colère, douleur, trahison. Mais en même temps, fatigue. Je suis tellement fatiguée, mon fils. J'ai porté cette douleur pendant 30 ans. Et maintenant, elle est encore plus lourde. Cette nuit-là, nous avons tous les deux pleuré, ensemble, dans le salon, jusqu'au matin. La lettre. 1 mois plus tard, le courrier est arrivé. Une enveloppe, timbre de Paris, de Camille. Je l'ai ouverte, mes mains ont tremblé. Chère Madame Madeleine, je ne demande pas votre pardon, parce que je ne le mérite pas. J'ai volé le dernier moment de Luc, de vous, d'Antoine, impardonnable. Mais je dois expliquer. Peut-être que vous ne comprendrez pas, mais au moins que vous sachiez. La thérapeute a dit « trouble amoureux obsessionnel, pathologique, chronique ». Pendant 30 ans, je n'ai pas pu oublier Luc, parce qu'il m'avait donné la seule bonne chose de ma vie, l'humanité, la valeur, le respect. Mais maintenant, je comprends. Même cette humanité ne suffisait pas, parce que moi, j'en ai fait de l'amour. La thérapeute a dit « tu as confondu pitié et amour ». Luc avait pitié de toi. Tu as cru que c'était de l'amour. Et Antoine? Antoine était la réincarnation de Luc pour moi, au début. Mais ensuite, je l'ai vraiment aimé, lui-même. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Concernant la morphine, je jure que ce n'était pas intentionnel. Peut-être que j'en ai donné trop, peut-être pas. Mais mon but n'était jamais de faire du mal à Luc, c'était de réduire sa douleur. Les dernières 30 secondes, ma plus grande trahison. Ce moment vous appartenait, seulement à vous, mais je l'ai volé, par égoïsme, par obsession, par maladie. Je suis retournée à Paris, je suis en thérapie intensive, tous les jours, 2 heures. Ça prendra peut-être des années, mais je dois guérir. J'espère que vous pardonnerez, un jour, dans un futur lointain, mais je comprends si vous ne pardonnez pas. Adieu, Madame Madeleine. Et dites à Luc, s'il écoute quelque part, merci, pour m'avoir traité humainement, ne serait-ce qu'un moment. Et désolé, pour tout. Camille Leroux. J'ai posé lentement la lettre sur la table. Ai-je pleuré? Non. Me suis-je mise en colère? Non. Je me suis juste sentie fatiguée. Une fatigue qui s'infiltre dans les os, qui épuise l'âme. Le secret de 30 ans avait été révélé. Et maintenant, c'était le moment de guérir. Mais il y avait autre chose, je le savais. Parce que cette nuit-là, après la lettre de Camille, je suis redescendue au sous-sol, une dernière fois. Et j'ai ouvert la 5e boîte, la plus petite boîte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une enveloppe. Dessus, l'écriture de Luc. Madeleine, ouvre après ma mort. Mon cœur s'est arrêté. Pendant 30 ans, je n'avais pas vu cette enveloppe, parce que je n'avais pas regardé. J'avais eu peur. Mais maintenant, je devais l'ouvrir. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre. De Luc. Pour moi. Et quand je l'ai lue, tout a changé. La lettre finale. L'enveloppe était dans mes mains, avec des doigts tremblants. Madeleine, ouvre après ma mort. Elle avait attendu 30 ans. 30 ans dans l'obscurité, dans une boîte, dans le silence poussiéreux du sous-sol, entre les toiles d'araignée. Pourquoi ne l'avais-je pas ouverte? La peur. Simple, primitive peur. Parce que ce seraient les derniers mots de Luc. Et après les derniers mots, tout serait vraiment fini. Il n'y aurait plus de nouvelles lettres de Luc, plus de nouvelles surprises. Ce serait final. Mais maintenant, j'étais prête, à 68 ans, ayant vécu 30 ans sans Luc. Je n'avais plus peur, j'étais juste curieuse. J'ai lentement ouvert l'enveloppe. Mes doigts ont tremblé. Le papier s'est déchiré, lentement, déchirure prudente. J'ai sorti 2 pages, papier crème. L'écriture de Luc, tremblante, malade, encre pâle, mais lisible. Tout le cœur lisible.
J'ai pris une profonde respiration et j'ai lu. Ma chère Madeleine, si tu lis ceci, je suis mort. Il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques années. Je ne sais pas quand tu le liras. Mais quand tu le lis, sache, je t'aimais. Ce jour-là, ce moment-là, chaque moment. Et toi, tu es maintenant seule. Je suis désolée, tellement désolée. Je sais que j'avais promis, ensemble pour toujours. Mais le cancer m'a rendu menteur. Pardonne-moi. Je me suis arrêtée. Les larmes ont brouillé l'écriture. Je les ai essuyées. J'ai continué. Il y a des choses que je dois te dire, des confessions, des secrets. Et peut-être qu'après les avoir lus, tu me détesteras. Mais je dois dire, parce que tu mérites de savoir. Tu as toujours su, tu as toujours voulu la vérité. Et moi, je ne peux pas mourir en te mentant. Juillet 1992, quand j'ai appris ma maladie, je me suis effondrée. Je ne peux pas expliquer comment je me suis effondrée. Il n'y a pas de mots pour cet effondrement. Juste du vide, horrible, profond, infini vide. Et j'ai été faible. Il y avait une femme de ménage nommée Camille, 20 ans, jeune, fragile, gentille. Elle m'a trouvée pleurant dans le couloir. Nous avons parlé, et pendant 3 nuits, nous sommes devenus proches. Ça a commencé par parler, continué par s'embrasser, et la 3e nuit, c'est devenu physique. Madeleine, je sais que c'est une trahison, je sais que c'est impardonnable, je sais que le lit de mort n'est pas une excuse. Mais s'il te plaît, écoute juste une fois. Je t'ai toujours aimé, depuis le premier jour, depuis ce jour où je t'ai offert le café. Pendant 15 ans, je t'ai aimé chaque jour. Ces 3 nuits aussi, je t'ai aimé. Même quand j'étais avec Camille, tu étais dans ma tête, ton visage, ta voix, ton odeur. Camille était un moment de peur, une recherche de dernière chaleur au bord de la mort. Mais ce n'était pas de l'amour, jamais de l'amour. La 4e nuit, j'ai arrêté, parce que je ne pouvais pas supporter. Ma conscience, toi, Antoine, notre famille. J'ai dit « Non, Camille, c'est mal, j'aime Madeleine, seulement elle. » Elle a pleuré. « Je t'aime, dit-elle. Je sais, mais moi, j'aime quelqu'un d'autre. Et cet amour est ma vie depuis 30 ans. 3 nuits ne peuvent pas le changer. » Madeleine, si tu lis ceci, si tu peux encore lire, s'il te plaît, sache, ces 3 nuits n'ont pas endommagé notre mariage, parce que notre mariage, c'est 15 ans, 5475 jours, 131 400 heures. 3 nuits, c'est rien. Pardonne-moi, ou ne pardonne pas, c'est ton droit. Mais s'il te plaît, sache ceci, je t'ai aimé, jusqu'à la fin. Dans mon dernier souffle, ton nom était sur mes lèvres. Madeleine, dis-je, mon dernier mot, c'était toi. Le papier a tremblé dans ma main, les larmes sont tombées sur la page, je les ai essuyées. Ça a taché l'encre, mais j'ai continué, je devais lire. Maintenant, je vais te dire quelque chose de difficile. La vie va continuer, tu vas continuer, et un jour, peut-être, tu trouveras quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent, mais quelqu'un de bien quand même. Et Madeleine, si tu trouves, va, n'aie pas peur, ne considère pas ça comme une trahison envers moi, parce que je suis mort, le passé, mais toi, tu vis, l'avenir, et les vivants méritent l'amour. Tu n'as pas besoin de m'oublier, moi non plus je ne t'ai jamais oublié, mais laisse-moi dans le passé, pose-moi sur l'étagère, comme un beau souvenir, mais n'arrête pas ta vie. Tu as 35 ans, jeune, belle, intelligente, forte. Tu vivras encore 40, 50 ans. Vivras-tu seule? Non, s'il te plaît, non. Va, vis, aime à nouveau, avec ma permission. Le papier est tombé. Par terre, je me suis assise, là, sur le sol en béton du sous-sol, froid. Et j'ai pleuré, en sanglotant. J'ai fait du bruit, parce que j'étais seule, personne n'entendrait. Luc avait pensé à moi même sur son lit de mort. Il avait pensé à mon avenir, à mon bonheur. Quel genre d'homme peut dire « aime à nouveau » à sa femme même en mourant? Luc était comme ça, altruiste, aimant, pour toujours.
J'ai repris le papier. Il restait un dernier paragraphe. Enfin, j'ai caché quelque chose, pour toi et Antoine, à la banque, Crédit Lyonnais, agence principale, coffre numéro 428, code. La date de naissance d'Antoine, 03 11 1988. À l'intérieur, il y a quelque chose, pas de l'argent. L'argent n'est pas important. À l'intérieur, il y a l'avenir, ton avenir, l'avenir d'Antoine, notre continuation. Ouvre-le, Madeleine, s'il te plaît, et vois. Je suis mort, mais mon amour n'est pas mort. L'amour ne meurt jamais. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours, même après la mort. Au revoir, mon amour, au revoir. Mais en fait pas au revoir, parce que je vivrai en Antoine, je vivrai en nos petits-enfants, et je vivrai dans ton cœur. On se reverra, un jour, dans un futur très lointain, mais on se reverra. Je t'attendrai. Avec amour éternel, Luc. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, fermement, comme si je serrais Luc dans mes bras. Et à ce moment, j'ai pardonné, vraiment, profondément, complètement. 3 nuits, oui. Trahison, oui. Mais 15 ans d'amour, 15 ans de fidélité, 15 ans ensemble. 3 nuits n'étaient rien. Luc avait raison, rien. Le coffre. Le lendemain, Antoine et moi sommes allés à la banque. Crédit Lyonnais, agence principale, centre de Lyon. J'avais la lettre de Luc dans mes mains. Je l'ai montrée à l'employé. Coffre 428. Je veux l'ouvrir. Votre nom? Madeleine Beaumont. Je suis l'épouse de Luc Beaumont. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Je l'ai donnée. Il a vérifié, il a regardé l'ordinateur. D'accord, madame, intact depuis 1995. Venez. Nous sommes entrés dans la salle des coffres. Froide, silencieuse. Ça sentait le métal, aseptique. L'employé a ouvert le coffre 428. Il a sorti une petite boîte métallique. Elle était lourde, apparemment pleine. Voilà, madame, je vous laisse la salle. Appelez si vous avez besoin. La porte s'est fermée. Nous sommes restés seuls, Antoine et moi, devant la boîte, devant le secret de 30 ans. « Ouvre, maman !» dit Antoine. Sa voix tremblait. « Je suis curieux. » J'ai ouvert, lentement. Le couvercle a grincé. À l'intérieur, une enveloppe, épaisse, lourde. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, de l'argent, francs, ancienne monnaie. J'ai compté 50 000 francs, environ 7 500 € actuels. Une note de l'écriture de Luc. Pour l'avenir d'Antoine. Université, mariage, première maison. Ce qu'il veut, mon cadeau, mon dernier cadeau de père. Un acte de propriété, acte définitif. Une maison en Provence, près d'Aix-en-Provence, entre les champs de lavande. Petite, en pierre, 2 chambres. Une autre note. Maison de vacances, pour Madeleine et Antoine. Allez-y l'été, reposez-vous, souvenez-vous, mais ne pleurez pas, riez, parce que je veux être dans les moments heureux. Un album photo, couverture en cuir. À l'intérieur, peut-être 100 photos. Tous des moments heureux. Mariage, naissance d'Antoine, premier pas, premier jour à la crèche, au parc, à la plage, toujours des sourires, toujours de l'amour, toujours du bonheur. Dernière note, courte. Ne vous souvenez pas de la tristesse, souvenez-vous du bonheur, parce que le bonheur était réel. La tristesse n'était que la fin. Antoine a pleuré, silencieusement d'abord, puis bruyamment, en sanglotant. Papa a pensé à tout, même après sa mort, il a planifié pour nous. Notre argent, notre maison, nos souvenirs. Quel genre de père fait ça? Comme Luc, dis-je, comme ton père, parce qu'il vous aimait. Il aimait jusqu'à l'éternité. Provence, l'avant des paix. 2 semaines plus tard, nous sommes allés en Provence, Antoine et moi, en voiture, 4 heures de route. C'était le printemps, mai. Le temps était doux. Les lavandes n'avaient pas encore fleuri, mais il y avait des bourgeons vert-violet.
Nous avons trouvé la maison, avec le GPS, au bout du chemin. Chemin de terre, murs de pierre, portes en bois bleu, toit de tuiles. J'ai utilisé la clé, les instructions de Luc. La serrure fonctionnait encore. Nous sommes entrés. Poussière, mais poussière propre. Les meubles étaient couverts, draps blancs, comme des fantômes. Nous avons enlevé les draps. En dessous, des meubles simples. Table en bois, 4 chaises, canapé, cheminée, cuisine, chambre, salle de bain. Tout simple, mais plein d'amour. Je suis sortie sur le balcon. La vue coupait le souffle. Champs de lavande, kilomètres, violets et verts. Et au loin, des montagnes, les Alpes peut-être, sommets enneigés. Antoine m'a rejointe. C'est beau ici, maman, très beau. Comment papa a-t-il trouvé ça? Je ne sais pas, mais il a trouvé, parce qu'il nous connaissait, ce dont toi et moi avions besoin, la paix. Nous nous sommes assis là, pendant des heures. Nous avons parlé de Luc, du passé, de l'avenir. Que ferons-nous de la maison? Demanda Antoine. Nous viendrons, l'été, toi, moi, Sophie, si ça devient sérieux, peut-être tes enfants, un jour. Et ici nous parlerons de ton père, qui il était, ce qu'il a fait, comment il a aimé. Et ainsi il sera aussi ici, avec nous. C'est beau, dit Antoine, très beau. Cette nuit-là, nous sommes restés là. Première nuit, nous deux. Nous avons allumé le poêle, nous avons cuisiné, des pâtes simples, mais ensemble. Avant de dormir, nous sommes restés sur le balcon. Il y avait des étoiles, des millions. Pas de pollution lumineuse, juste le ciel, le pur ciel. « Maman, dit Antoine, as-tu pardonné à papa? » « Oui. Vraiment? Vraiment, parce que l'amour, c'est pardonner, mon fils. Et moi, je l'aime encore. Je l'aimerai toujours. Je vous demande, avez-vous déjà reçu un cadeau surprise de quelqu'un que vous avez perdu, après leur mort? Une lettre, un héritage, un plan? Ce cadeau a-t-il changé votre vie? Vous a-t-il donné de l'espoir ou a-t-il approfondi la douleur? Écrivez dans les commentaires, parce que le cadeau de Luc m'a donné les deux, douleur et espoir. Mais finalement, l'espoir a gagné. 6 mois, guérison. La vie a continué, en guérissant, lentement, mais sûrement. Antoine a suivi une thérapie, 6 mois, 2 fois par semaine. Docteur Bernard, expérimenté, gentil. Ils ont parlé de Camille, de Luc, de lui-même. « Je suis prêt maintenant, dit-il un jour, pour un nouveau départ. Camille était finie. Maintenant, je commence. Moi aussi j'ai guéri. J'ai pardonné à Luc, vraiment. J'ai compris Camille, autant que possible, et je me suis pardonné. 30 ans de colère. » Un jour, octobre, le courrier est arrivé. De Camille. Mais cette fois, pas de Paris, de Marseille. Je l'ai ouverte, mes mains n'ont pas tremblé. Je n'avais plus peur. Madame Madeleine, 8 mois de thérapie, tous les jours, 2 heures, parfois 3. Difficile, douloureux, des cris, des larmes. Mais ça marche. Le thérapeute, Monsieur Dubois, a dit « Une lettre d'excuse ne suffit pas, Camille. Excuse-toi en face, vraiment, humainement. » Mais je ne sais pas si j'ose. Voudriez-vous me voir ou est-ce trop douloureux? Trop? Si vous acceptez, je viendrai à Lyon, nous parlerons, une dernière fois, clôture, puis je ne dérangerai plus jamais. La décision vous appartient entièrement. Camille Leroux, je n'utilise plus Véronique, je vis avec mon vrai nom. Je l'ai montré à Antoine. Qu'en penses-tu? Il a lu, il a réfléchi. C'est ta décision, maman, mais peut-être que la clôture serait bien, pour nous deux. Pas pour pardonner, mais pour fermer. J'ai réfléchi, longtemps, une nuit. Puis j'ai écrit une réponse. Viens, jeudi, 15h, le bistrot, parlons. La dernière rencontre, clôture. 2 semaines plus tard, 14 novembre, Camille est venue. Au début, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait beaucoup changé. Ses cheveux avaient raccourci jusqu'aux épaules. Couleur naturelle, marron. Lunettes, monture fine. Sans maquillage, complètement naturel. Vêtements, simples, jeans, pull, bottes. Son visage s'était creusé, perte de poids. Mais les yeux plus clairs, plus propres,
comme si le brouillard s'était levé. Elle s'est assise, elle a posé ses mains sur la table, ouverte, sans défense. « Merci, dit-elle, de permettre que je vienne. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça fait mal, mais j'en ai besoin, pour la clôture. Moi aussi, dis-je, j'ai aussi besoin de clôture. » Silence, 10 secondes, 20. Le serveur est venu. « Que buvez-vous » ? « Du thé, avons-nous dit, toutes les deux, en même temps. » Nous avons souri. Un moment étrange, ennemi mais semblable. Le thé est venu, nous avons bu. C'était chaud, ça réconfortait. « Je veux m'excuser, dit Camille, vraiment, pas avec des mots, juste avec mon cœur. Pour Luc, pour Antoine, pour les dernières 30 secondes, pour la morphine, pour tout. Je sais que j'étais malade, obsessionnelle, pathologique, mais ce n'est pas une excuse. Je suis responsable de ce que j'ai fait, et je regrette. J'accepte, dis-je, tes excuses. Mais pardonner c'est différent. Ça prend du temps, des années, peut-être jamais complètement. Mais je ne suis plus en colère, je suis juste triste. Pour tout le monde, toi, moi, Luc, Antoine, nous avons tous perdu. Oui, nous avons tous perdu. Ses yeux se sont remplis. Et je veux dire ceci, madame. Luc était un homme bon, vraiment bon, pas parfait, personne n'est parfait. Mais il vous aimait, beaucoup, profondément, vraiment. Ces 3 nuits n'étaient qu'un moment de peur. Elles n'ont pas changé votre amour. Elles ne pouvaient jamais le changer. Je sais, j'ai lu sa lettre. Il a tout raconté. Et j'ai pardonné. Vous avez de la chance, dit Camille. 30 ans de vrai amour. Moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai seulement rêvé. J'ai aimé un fantôme. Que vas-tu faire maintenant ? Continuer à guérir. À Marseille, j'ai ouvert un petit studio de design, freelance, petit projet. Et j'ai rencontré quelqu'un, Michel, 45 ans, architecte, un homme bien. Pas de passé avec moi, juste maintenant. Et j'apprends lentement. Le vrai amour n'est pas dans le passé, il est dans le présent. C'est vrai, dis-je, et j'espère que tu seras heureuse, vraiment. Vous aussi, madame, avec Antoine, et peut-être un jour avec des petits-enfants. J'ai souri, peut-être. Camille s'est levée, je me suis aussi levée. Nous nous sommes regardés, longuement. Puis Camille m'a serré dans ses bras, légèrement, avec hésitation. Et moi, j'ai répondu, parce que nous sommes tous humains, nous faisons tous des erreurs, et nous méritons tous le pardon. Adieu, Madame Madeleine, dit-elle, et merci, même si vous ne pardonnez pas, merci de m'avoir écoutée. Adieu, Camille, j'espère que tu trouveras la paix, en toi. Elle est partie, elle a marché, elle ne s'est pas retournée, et moi, j'ai été soulagée. La dernière pièce s'était mise en place, le puzzle était complet. 1 an, nouveau départ. Mars 2024, le 29e anniversaire de la mort de Luc. Le téléphone a sonné. Antoine, excité. « Maman, je dois te parler. Urgent, bonne nouvelle. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Viens à la maison, je veux te présenter quelqu'un. » Mon cœur s'est emballé. « Qui ? » ?»« Surprise, viens maman, s'il te plaît. » 1 heure plus tard, j'étais chez Antoine. Il a ouvert la porte. Il souriait, un vrai sourire. « Entre maman, quelqu'un attend. » Je suis entrée au salon. Une femme se tenait là, jeune, dans la trentaine, brune, à lunettes, queue de chaval, vêtements simples, blouse de docteur, dessus une carte d'hôpital. Docteur Sophie Martin, pédiatrie. Elle a souri. « Bonjour Madame Madeleine, je suis si heureuse de vous rencontrer. Antoine parle toujours de vous. Ma mère est mon héros, dit-il. » Mes yeux se sont remplis. Il exagère ? Non maman, dit Antoine, je n'exagère pas. Tu es vraiment une héroïne. Tu m'as élevée seule, tu m'as protégée, tu m'as aimée et tu m'aimes encore. Sophie s'est avancée, elle a tendu la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous, de Monsieur Luc aussi. Antoine a raconté votre histoire, vos difficultés, et j'ai été très impressionnée. Nous nous sommes assises, nous avons bu du thé, nous avons parlé, 3 heures. Sophie a raconté sa vie. Née à Lyon, études de médecine, elle a toujours aimé les enfants, elle est devenue pédiatre. Maintenant, elle travaille à l'Hôtel-Dieu, le même hôpital où Luc travaillait. « Je n'ai pas connu Monsieur Luc, bien sûr, dit-elle. Quand il est mort en 1995, j'avais 2 ans.
Mais dans les archives de l'hôpital, son nom apparaît. Il a fait de grandes opérations, il a sauvé des vies, une légende. C'était une légende, dis-je. Vraiment? Et Antoine aussi, dit Sophie. Elle la regardait avec amour. Un homme bon, gentil, honnête, fort mais doux, exactement comme son père. Antoine a rougi. Sophie exagère. Non, dit Sophie, je n'exagère pas. Tu es spécial, Antoine, et j'ai de la chance. Elle s'est tournée vers moi. Madame, je veux vous demander quelque chose. C'est peut-être trop tôt, mais si je ne demande pas, je ne serai pas tranquille. Demande. Antoine et moi pensons vous marier dans 6 mois, peut-être l'été, peut-être l'automne. Mais d'abord, nous voulons votre consentement, parce que vous êtes le cœur de cette famille, et je veux entrer dans ce cœur avec respect. Ma bouche est restée ouverte. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, maman, dit Antoine en souriant. Dis oui, Sophie, je t'accueille dans notre famille, parce que c'est vraiment le cas. Tu es parfaite. J'ai regardé Sophie, dans ses yeux, des yeux propres, honnêtes, aimants. Oui, dis-je, oui, Sophie, je t'accueille dans notre famille, les bras ouverts, parce que tu es une bonne personne. Je le vois, je le sens, et tu rends Antoine heureux, c'est le plus important. Sophie a pleuré, elle m'a serré dans ses bras, fermement. Merci, merci, madame, je serai une bonne belle-fille, je le promets. Je sais, ma chérie, je sais. Le mariage, le cycle se complète. 15 juin 2024, samedi, journée ensoleillée, chaude. Sophie et Antoine se sont mariés. À la cathédrale Sainte-Croix, la même église où j'ai épousé Luc il y a 38 ans, le même autel, le même prêtre, non, prêtre différent, mais la même atmosphère sacrée. Il y avait 80 personnes, amis d'Antoine, famille de Sophie, collègues, voisins. L'église était pleine, ça sentait les fleurs, l'orgue jouait, Bach, prélude en do majeur. J'étais au premier rang, seule, mais pas seule, parce que Luc était là. Je pouvais le sentir, à mes côtés, tenant ma main, comme si... « Regarde, Madeleine, disait-il, notre fils se marie, il va être heureux. » Antoine est arrivé, en smoking, noir, élégant, cheveux coiffés, barbe coupée. Il était beau, très beau. Il ressemblait à Luc, même posture, même sourire, même regard, la vie est belle. Sophie est arrivée, au bras de son père, Monsieur Martin, 65 ans, fermier, souriant. Sophie en robe blanche, longue, dentelle, simple mais élégante, chevaux lâchés, boucles naturelles, couronne de fleurs, rose blanche. Elle était si belle, vraiment belle. Le prêtre a parlé. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir Antoine et Sophie par le mariage. Les vœux ont été échangés. Antoine, moi, Antoine Beaumont, je te prends toi, Sophie Martin, pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sophie, moi, Sophie Martin, je te prends toi, Antoine Beaumont, pour époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les mêmes vœux. Les vœux que j'avais prononcés avec Luc il y a 38 ans. Les alliances ont été échangées. Le prêtre, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ils se sont embrassés, longtemps, passionnément, heureusement. Applaudissements, cloches, musique, cris. Je pleurais, mais cette fois c'était seulement des larmes de joie, pas de tristesse, juste de la joie. La réception était au parc de la Tête d'Or, au bord du lac, en plein air. Table de 80 personnes, décoration de lavande, représentant la Provence. La nourriture était délicieuse, les discours beaux, la musique vivante. Antoine a fait un discours, il s'est levé, il a levé son verre. « Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie, dit-il. Sa voix tremblait. Parce que j'épouse l'amour de ma vie. Sophie, tu es tout. » Il s'est tourné vers moi. Mais sur ce chemin, quelqu'un a toujours été là, ma mère. Il a marché vers moi, il est venu. « Maman, tu es tout. Tu m'as élevée seule, un enfant sans père. Mais tu ne m'as jamais fait sentir seule, jamais.
Tu m'as aimé chaque jour, tu m'as protégé chaque jour, tu m'as éloigné des mauvaises décisions, tu m'as montré le bon chemin. » Ses yeux se sont remplis. Et aujourd'hui, ici, si je me tiens en homme heureux, en paix, aimant, c'est grâce à toi, seulement grâce à toi. Il s'est penché, il m'a embrassé sur le front. Merci maman, pour tout, pour 35 ans, pour chaque sacrifice, pour chaque larme. Je t'aime tellement. J'ai pleuré, bruyamment, sans honte. Antoine m'a serré dans ses bras, fermement. Je t'aime maman, plus que tout. Sophie s'est aussi levée, elle est venue vers nous. « Madame Madeleine, dit-elle, depuis que je vous connais, j'ai appris une chose. L'amour, c'est le sacrifice. Votre histoire m'a inspirée. Vous avez perdu Monsieur Luc, jeune, belle, amoureuse, mais vous n'avez pas abandonné. Vous avez élevé Antoine comme un homme parfait. Et aujourd'hui, vous voyez son bonheur. Et c'est la plus grande réussite, la plus grande récompense d'être mère. » Elle m'a serrée dans ses bras. « Merci de me donner Antoine. Vous me donnez un bon mari. Je promets d'être une bonne épouse et une bonne belle-fille. Une belle-fille qui vous aimera toujours, vous respectera. »« Je sais, ma chérie, dis-je, je sais. » La nuit s'est terminée en dansant. Antoine m'a fait lever. « Une danse, maman ? » ?»« Bien sûr, mon fils. » Nous avons dansé. Valse lente. La chanson qui jouait au mariage de Luc et moi, La vie en rose. « Si papa était là, dit Antoine, que dirait-il, tu penses ? » Il dirait « Mon fils, je suis si heureux. Tu as choisi la bonne fille. Tu auras une belle vie. » Et puis il danserait avec Sophie. Et il sourirait, son sourire heureux. Et il saurait, sa mission est accomplie. Toi aussi, tu as accompli ta mission, maman. Tu m'as rendu heureux. Non, mon fils, tu t'es rendu heureux toi-même. Moi, j'ai juste montré le chemin. La danse s'est terminée. Applaudissements, sourires. À la fin de la soirée, en rentrant à la maison, seule dans la voiture, j'ai regardé par la fenêtre. Lyon brillait de ses lumières. Le Rhône coulait à son rythme habituel. La vie continuait. Et moi, j'étais en paix. Aujourd'hui, 22 mars 2024. Et maintenant, aujourd'hui, à 68 ans, assise dans mon appartement de Lyon, je regarde le Rhône couler par la fenêtre. 30 ans se sont écoulés, 30 ans depuis que Luc est parti. 30 ans de douleur, 30 ans de solitude, 30 ans de lutte. Mais aussi 30 ans d'amour, 30 ans d'être mère, 30 ans de croissance. Antoine est heureux, avec Sophie, en paix. Hier, il a appelé. « Maman, j'ai une nouvelle. »« Quoi ? » ?»« Sophie est enceinte, 8 semaines. Le bébé naîtra en juin. Ce sera une fille. » Je me suis figée. « Une fille ? » ?»« Oui, et nous voulons discuter du nom avec toi. Le nom, Madeleine, ton nom, si tu permets. » J'ai pleuré, au téléphone, bruyamment. « Bien sûr que je permets, j'en serai honorée. » « Merci maman, ma petite fille portera ton nom et je lui raconterai, sa grand-mère, sa mère, son héroïne. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, parce que j'ai pensé, la vie continue, les générations continuent, et moi, je fais partie de cette continuation. J'ai aussi eu des nouvelles de Camille, il y a 1 mois. Message court. « Madame, je me suis fiancée avec Michel. Mariage au printemps 2025. Je voudrais vous inviter, mais je sais que c'est difficile. Je voulais juste que vous sachiez. Je vais bien, je suis heureuse, vraiment heureuse, grâce à votre pardon. Merci. » J'ai répondu « Félicitations Camille, je te souhaite le bonheur, vraiment. Tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite une seconde chance. » Je garde toujours la lettre de Luc. Dans la chambre, dans le tiroir du haut, entre des papiers parfumés à la lavande. Parfois je la lis, 1 fois par mois, peut-être 2. Parfois je la tiens juste, je presse le papier contre ma poitrine, comme si je serrais Luc dans mes bras. Ai-je pardonné ? Oui, complètement, parce que l'amour, c'est pardonner. Ai-je oublié ? Jamais, parce que l'amour, c'est aussi se souvenir.
Ai-je avancé? Oui, parce que la vie ne s'arrête pas, la vie avance. Et tu avances aussi, soit avec ton amour, soit avec son souvenir. J'ai 68 ans, mes cheveux sont blancs comme neige. Je marche avec une canne, marron, en bois de Provence. Je porte des lunettes, pour lire. Mes mains sont ridées, 68 ans de mains vécues. Mais je suis forte, encore forte. Parce que survivre 68 ans, ce n'est pas seulement vieillir, c'est se battre, c'est ne pas abandonner, c'est gagner. Et j'ai gagné. Il y a 30 ans, j'ai perdu Luc. J'ai souffert. Il y a 15 ans, j'ai combattu Camille. J'étais fatiguée. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai protégé Antoine. Je l'ai élevé. Je l'ai rendu heureux. Et maintenant, il va être père. Et le cycle sera complet. Luc est mort, mais ses gènes vivent, en Antoine, en la petite fille Madeleine, dans les générations futures. L'amour ne meurt pas, l'affection ne meurt pas, la famille ne meurt pas. Elle change juste de forme. Et moi, je vois cette forme, je vois cette continuation. Et je suis en paix. J'ai un dernier message pour vous, pour tous ceux qui lisent. La vie est difficile, elle est pleine de douleurs, de pertes, de trahisons, d'effondrements. Mais la vie est aussi belle, elle est pleine de miracles, d'amour, de naissance, de victoire. Et votre tâche, continuez, ne pas abandonner, se battre, gagner. Chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Chaque fois que vous vous brisez, réparez-vous. Chaque fois que vous pleurez, essuyez vos larmes et souriez. Parce que la vie continue. Même si vous vous arrêtez, la vie ne s'arrête pas. Alors ne vous arrêtez pas. Continuez, avancez. Si vous perdez quelqu'un, votre amour, votre conjoint, vos parents, portez le deuil, pleurez, mais ensuite levez-vous, vivez, parce que vivre est un respect envers leur mémoire. J'ai vécu 30 ans sans Luc, mais pour Luc, et j'ai réussi. Vous réussirez aussi. Quel que soit votre âge, aussi fatigué que vous soyez, aussi brisé que vous soyez, vous avez de la force en vous, vous avez de l'amour en vous, vous avez l'avenir en vous. Utilisez-le. Vivez, aimez, gagnez. Et un jour, à 68 ans, en regardant la rivière par la fenêtre, vous direz « Je suis heureux d'avoir vécu, je suis heureux de m'être battu, je suis heureux d'avoir gagné ». Exactement comme je le dis maintenant. Avec mon affection, avec paix, avec espoir, Madeleine Beaumont.